Bonjour Madame Calais, Bonjour Cécile. on se retrouve aujourd'hui pour parler de votre livre La Marche des Justes, mais avant d'aller un peu plus loin, je vais vous laisser peut-être vous présenter et présenter vos œuvres. Alors, me présenter. Alors, je suis professeure d'anglais en lycée depuis quelques années maintenant et à côté de ma profession, je suis donc auteure de romans, je dirais plutôt à connotation psychologique parce que j'aime bien m'intéresser à la personnalité des gens et à ce qui se passe aussi dans leur vie et dans l'intimité. Voilà, ça m'interpelle. Voilà. Si je dis pas de bêtises, donc du coup La Marche des Justes, c'est votre dernier roman, Oui, publié en 2023. c'est ça. Mes renseignements sont bons. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire on peut dire que le sujet principal de ce bouquin, c'est le harcèlement. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce sujet? Alors j'ai écrit sur ce sujet, parce que, je me suis rendu compte que le relationnel des adolescents avec lesquels je travaillais était de plus en plus compliqué, bien avant, l'écriture du roman et j'ai été confrontée, à différents cas de harcèlement mais assez durs et où il y avait, des menaces de mort, où il y avait, malheureusement des tentatives de suicide, alors avortées, heureusement pour certaines. Et puis, même dans la sphère, personnelle, heu, j'ai été confrontée aussi à des enfants qui ont mis, fin à leurs jours après un harcèlement, qui était, invisible pour les adultes. Et donc j'avais envie d'en parler parce que je me suis dit: «Il y a quand même, une grande souffrance, chez nos jeunes». Et loin de penser que c'est un roman, négatif, c'est aussi, rentrer dans la sphère de cette adolescence qu'on a un petit peu oubliée, nous, en tant qu'adultes. Et nous, on travaille avec eux et je trouve qu'ils ont encore plein, plein de belles valeurs et de grandes attentes aussi envers nous. Et j'avais envie de parler d'eux, pour eux et aussi de transmettre aussi leurs paroles. J'allais justement, bah, vous avez un petit peu répondu à ma question. J'allais justement vous demander, est-ce que c'était inspiré de faits réels? Est-ce que tout le roman est une fiction? Ou justement vous aviez pris des éléments que vous avez certainement vécu du coup en tant que professeur d'anglais peut-être dans votre profession et comme vous le dites malheureusement en privé. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est quand même tiré de faits réels? Oui, bien sûr, quand on écrit, on est toujours inspiré des choses qui nous entourent. Alors le personnage de Zoé est totalement fictif, mais les événements qui sont, évoqués pour un grand nombre d'entre eux, c'est, des événements auxquels j'ai été confrontée. Avec ce roman, quel est le public que vous avez voulu toucher? Est-ce que vous pensez que c'est plus un roman qui est destiné, bah, finalement à tous les âges? Ou est-ce que vous avez quand même voulu centrer plus, sur un public peut-être, plutôt adolescent, lycéen et où votre, livre, a pu, servir de support pédagogique? Alors, c'est un grand panel. Alors, le roman, il peut s'adresser à des jeunes de 11 ans parce que je fais attention à ce que j'écris. Je fais attention aussi à ne pas brusquer, même si je parle de sujets un peu lourds, mais pas que. J'avais aussi envie de toucher aussi, la communauté éducative, les parents, le fait qu'il y a un fossé maintenant générationnel qui s'est établi et puis on n'a pas les mêmes références parce que c'est vrai quand je rencontre des adultes, ils me disent: «Ah ça a toujours existé, ça a toujours existé» et c'est vrai qu'en discutant avec eux, même avec, mes enfants, ils me rappellent: «Non maman, les problèmes relationnels que tu avais à l'école quand tu étais enfant, s'arrêtaient à la porte de l'école». Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie parce que, effectivement, quand on s'arrête à la porte de l'école, quand on rentre chez nous, on est dans ce petit sas de décompression où on peut se ressourcer et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc j'avais envie aussi d'évoquer ça et pour être sincère avec vous, je sais que la plupart des jeunes ne lisent pas, des romans comme le mien. Il faut les amener à les lire parce qu'à cet âge-là, alors quand ils sont lecteurs et ils sont moins nombreux, qu'à mon époque, même si je ne veux pas avoir l'air de la vieille qu'il y a autrefois, mais ils vont plutôt, lire de l'heroic fantasy, de la science-fiction.
donc des dystopies plus facilement et des mangas, c'est le genre de littérature que la jeunesse aime ou de la romance. Oui, Voilà. Mais ce genre de sujet, ça leur fait peur. Donc je les amène à parce qu'en même temps, grandir aussi, c'est comprendre son fonctionnement. Donc oui, c'est aussi un outil pédagogique, ça je suis honnête. Heu, le roman avait été, envoyé au ministère de l'Éducation nationale et donc moi j'étais assez heureuse parce qu'il y a 2 ministres qui m'ont, contactée après, pour me dire que le roman était, efficace, intéressant et pouvait être un outil véritablement. Parce que je me demandais, si le discours descendant qu'on avait, aujourd'hui et c'est bien qu'il y en ait un, hein, parce oui, qu'on essaie d'en parler pour que, ça avance, mais c'était proche de, la leçon de morale et en même temps les droits et les devoirs et c'est important aussi de dire qu'on n'a pas le droit et que c'est borné, mais je trouvais que, l'impact était limité. justement, je voulais, pour revenir au tout début de votre réponse, selon vous, du coup, puisqu'on parlait, entre guillemets, «de la génération d'avant et de la génération maintenant», c'est vrai qu'avant, le harcèlement se faisait en milieu scolaire, on rentrait à la maison, ça s'arrêtait là. Maintenant, avec les réseaux sociaux, selon vous, est-ce que le harcèlement est perçu différemment selon l'âge, la catégorie sociale, des de tous? Enfin, je veux dire, c'est vrai que d'un point de vue personnel, moi, je pense que oui. Mais vous qui êtes, du coup confrontés tous les jours à un public, un peu plus adolescent, est-ce que vous pensez qu'ils ont le même regard que nous, sur le harcèlement finalement? Comment il est perçu? Mais le regard de l'autre est très présent à l'adolescence. On on s'en libère petit à petit, c'est l'avantage de l'âge. C'est ça, On pourrait voir l'âge comme quelque chose de négatif, mais par rapport au regard que l'autre pose sur nous, on assume petit à petit en vieillissant ce qu'on est, parce que c'est ce qu'on est. Et quand on est dans cet âge de transition, quel que soit le milieu social, on a très peur d'être soi, on essaie d'être dans le moule pour ne c'est pas vrai, être visible c'est vrai. et pour parfois une bricole, on attire l'attention et ça va générer, des réactions, disproportionnées et c'est ça le danger, en fait. C'est vrai. Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, pour sensibiliser, concrètement? Quelles sont les actions qui peuvent être mises en place, pour tous, hein, pas forcément pour un public, d'adolescents, mais à partir de quel âge? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser, pour peut-être réduire, cet impact de harcèlement, dont on entend de plus en plus parler finalement? Mais je pense que nous, en tant qu'adultes, on a aussi notre responsabilité. C'est peut-être, un idéal, un vœu pieux, j'en sais rien, mais heu, en Finlande, ils font des cours d'empathie. Alors ça fait souvent rire, en disant: «Mais ça arrive dans la sphère, familiale». Malheureusement, il y a des enfants qui n'ont pas accès à ça dans la sphère familiale pour X ou Y raison. Mais je sais quand je dis ça aux élèves, ils sourient, mais je lui dis: «Petit, je me souviens d'avoir passé du temps avec mes enfants» parce que ma fille voulait recueillir tous les animaux du monde et dès qu'elle trouvait un petit oiseau qui tombait du nid, heu, pour elle, c'était la catastrophe du siècle et je l'accompagnais dans ce geste d'empathie en disant: «Oui, tu vois, il est blessé, on va peut-être lui trouver une petite boîte, on va aller chercher trois quatre graines». Même si nous, en tant qu'adultes, on se dit: «C'est Ouais, peu probable que», oui, mais déjà là, on s'occupe, d'un être vivant qui a besoin d'aide et je pense que cet acte, il est important. On s'occupe de quelqu'un qui a besoin de soins et que ce soit ça ou j'ai eu la grande chance de faire, des enterrements de hamsters. Et voilà et je savais pour ma fille, alors c'était arrivé malheureusement le jour de son anniversaire, j'ai dit: «Ouh là là, ça va gâcher la fête». J'ai un petit peu caché pour, ne pas gâcher, toute la journée de l'anniversaire
Et le soir, quand elle l'a vu, c'était terrible parce que pour elle, c'était très important et on l'a accompagnée. J'ai dit: «Oui, on va l'enterrer, on va le mettre près du rosier de maman et quand on verra le rosier, à chaque fois qu'il y aura des jolies fleurs, hein, tu sauras que ton petit hamster, il était là». Est-ce que vous pensez que finalement, des fois les parents, prennent pas vraiment la mesure de ce qui se passe? Ce qu'il y a, c'est qu'on est dans un monde où, moi, je suis hyperactive, donc il y a pas de jugement de ma part et c'est vrai que je fais aussi plein de choses. On court après le temps, on court tous après le temps et on oublie ces moments précieux et ça, c'est des moments précieux. Chaque moment et moi, j'ai beaucoup de mal à regarder, des photos de mes enfants petits et des films quand ils étaient, enfants parce que je me dis: «C'est passé où tout ce temps?» Et je me dis que tous ces petits moments où, parfois on se dit: «Non, j'ai pas le temps parce que je dois faire X ou Y chose». Hem, c'est précieux de le prendre, de faire de la pâte à modeler avec nos enfants, de faire un dessin et de leur dire de le colorier, d'aller faire une balade, avec eux et de leur expliquer les belles potées qu'on peut trouver. Mais c'est ça qui crée du lien. C'est vrai que des fois on prend plus assez le temps, de vivre finalement. Oui. On est tellement rattrapé par tout. Heu, qu'est-ce quel pourrait être le message, principal que vous avez envie de porter avec ce livre? Peut-être plus pour des parents, pour qu'ils puissent, accompagner leurs enfants s'ils sont victimes de harcèlement. Peut-être aussi accompagner leurs enfants s'ils sont eux-mêmes harceleurs. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ouvrir, parce que, bah, des fois, en tant que parent, on peut se dire, «Ah oui, bah, ouais, mon fils, il embête un tel, mais bon, c'est des chamailleries d'enfants, ça va pas plus loin». Mais en fait, maintenant, avec, les réseaux sociaux, tout va plus loin parce que, ben, comme on le disait tout à l'heure, ça s'arrête plus quand on sort de l'école. Là, on est poursuivi, on reçoit des messages, on peut recevoir des photos, des vidéos. Enfin, maintenant, tout est accentué. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents, pour un peu limiter tout ça? Alors, moi, je fais partie de la cellule phare anti-harcèlement et donc je reçois des élèves quand, parfois il y a, des conflits et je pense que la première chose, c'est l'écoute. Être capable de, recevoir un ressenti. Le livre avec lequel je travaille aussi parce que, je sais qu'en septembre, il y a des collèges aussi où, le livre va être, commandé pour des niveaux entiers où les enfants, vont le lire. J'interviens après et j'en discute avec eux. Mais, je écouter le ressenti. En fait, il y a des faits et il y a un ressenti et souvent quand je mets ça en avant dans des relationnels compliqués, très souvent, pas à chaque fois, mais très souvent, c'était des amitiés au départ. Oui, C'est des amitiés qui deviennent, conflictuelles pour, un petit copain qui est arrivé dans la relation et finalement, il a fallu réorganiser cette relation, un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet et personne n'a raison ou tort. C'est qu'à un moment donné où une petite jeune fille a rencontré quelqu'un et qu'elle est à fond dans son histoire d'amour et la meilleure amie, eh ben, elle est un petit peu sur la touche, eh ben, elle est fâchée. oui. Et donc, elle va trouver que ce garçon, il est pas pour elle ou qu'il est idiot et on va le critiquer et ça va partir de petites remarques comme ça et quand on les rencontre et je lui dis: «Vous pensez pas que ça a dû lui faire de la peine de que vous ne lui donniez plus de nouvelles?» par exemple. Et souvent quand ça s'est apaisé après la colère, heu, tous sont capables de dire: «Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous voulez qu'on trouve une situation d'apaisement?» Parce que ça doit être dur de repartir à l'école, vous aussi, en arrivant et dire: «J'arrive en territoire ennemi, il faut que je sois dans la représentation» et une fois que c'est posé, c'est rare qu'ils refusent. Parce Oui, qu'en fait, on ouvre une blessure, il y a des enfants qui sont déjà délaissés et puis ils arrivent et ils ont l'impression qu'ils sont encore délaissés, donc il y a cette colère qui sort et heu et donc la première chose, c'est de l'accueillir, mais aussi de dire que ça, c'est possible et ça, c'est pas possible et qu'il va falloir réparer. On est dans la réparation et nous, en tant qu'adultes,
Bien sûr, quand il y a notre enfant qui est, victime, on a Oui, notre instinct de tigresse là, c'est qui arrive ça. en disant: Voilà, pas mon enfant», mais aussi on a notre responsabilité aussi d'adulte. J'ai vu et ça m'a interpellée. Ce matin, j'ai vu une vidéo d'un monsieur, sa femme a été, tuée par un élève et il est intervenu et c'est lui qui avait dansé devant, le cercueil de sa femme Oui, et il disait: «Je l'ai rencontré en dansant, je voulais qu'on finisse en dansant» et ils lui ont demandé cette question qui m'a, vraiment troublée: «Qu'est-ce que vous pensez de la personne qui a tué votre femme?» Et il a dit: «Il va devoir porter ce fardeau. J'espère qu'il aura une seconde chance». Il n'y avait aucune haine, une profonde tristesse que ce soit passé parce qu'il est normal qu'il soit triste par rapport à l'événement. bien sûr. Mais d'arriver à des gestes comme ça, c'est souvent ce que je dis aux personnes qui ont un relationnel compliqué. Je leur dis: «Vous savez, si la personne à qui vous faites du mal, un jour, elle disparaît, elle sera plus là, mais vous devrez porter ce sentiment de culpabilité» et c'est lourd quand Très on a lourd. 15 ans. Donc je suis convaincue, heu, que les jeunes ont besoin de retrouver cette confiance aussi face à l'adulte. C'est pas gagné. C'est difficile, hein. C'est difficile d'amener les jeunes à se confier, Ouais, à venir s'ouvrir parce que pour certains, ils vont peut-être minimiser ce qu'ils sont en train de vivre. oui, Bah, finalement, je vais aller voir quelqu'un, on va me dire, c'est des enfantillages. Il y en a d'autres qui des fois ont honte parce que, ben, on l'a déjà entendu, sur les réseaux sociaux, notamment avec, du revenge porn, heu, tout ça peut se dire: «Ben, oui, mais si je vais en parler à quelqu'un, je vais devoir avouer qu'il y a ci, qu'il y a ça» et finalement, on se met dans une sorte de bulle de honte et à côté de ça, le harcèlement continue et on sait en fait, on se dit: «Bon, à chaque fois, on repousse la limite. Bah, ça, c'est tout. C'est pas grave, je vais le supporter, j'en parlerai si ça devient plus grave» et en fait, à chaque fois que ça devient plus grave, on se dit: «J'en parlerai la prochaine fois» et on finit par jamais en parler et des fois, ça a des conséquences assez, désastreuses, d'où l'intervention des justes. Souvent ça on me demande, pourquoi ça a été, vous avez trouvé ce titre «La marche des justes». Heu, une marche, c'est quelque chose aussi, un recueillement. C'est aussi, s'élever de manière, pacifique, hein, que ce soit les mouvements de Martin Luther King ou plein d'autres et dire qu'on n'est pas d'accord et en même temps un juste, c'est celui qui protège et à un moment donné, quand on voit qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté, d'un côté comme l'autre, hein, parce que d'être capable de dire: «Ça, c'est pas sympa, ça, c'est pas cool». Et aussi, c'est la responsabilité de chacun parce bien qu'on sûr. on interprète aussi avec notre relationnel. Je me souviens d'une élève il y a 2 ans, dans, une heure de vie de classe, j'avais demandé, si tout se passait bien. Elle me dit: «Oui, oui madame, tout se passe bien, on s'entend très bien». Mais on avait récupéré ces formulaires où il devait, dire comment il se sentait dans la classe, c'était anonyme. Mais quand ça n'allait pas, on cochait 4, c'était, le programme justement de sensibilisation contre le harcèlement. Et donc je leur dis: «Mais apparemment vous me dites que vous allez très bien, mais quand j'ai relevé ces fiches, j'ai vu qu'il y avait différentes personnes qui avaient coché quand même 4». Et là, il y a une jeune fille qui a pris la parole et qui a dit: «Madame, moi je me sens pas bien dans la classe, je n'y arrive pas». Et donc il y a un élève qui s'est, un peu fâché en disant: «Madame, elle nous fait culpabiliser». Je lui dis: «Non, c'est faux. Elle vous demande de l'aide. Elle vous dit: "Je n'y arrive pas. Il faut que vous m'aidiez parce que moi je n'y arrive pas"». Et je dis: «Vous, vous vous sentez coupable de ne pas l'avoir vue et de ne pas l'aider. Ça, c'est autre chose». Puis c'est vrai que souvent ça entraîne, comment dire? Ah, j'ai plus le terme exact, mais on parle souvent, du 1er qui fait le pas. Oui, S'il y en a jamais un qui fait le pas, en fait, c'est un peu comme quand il y a des agressions dans le métro. Tout le monde le voit, personne n'ose intervenir parce que tout le monde se dit: «Bah, il y a bien quelqu'un à un moment qui va le faire». Mais en fait, si tout le monde se dit ça, bah, il y a jamais personne qui intervient et ça fait un effet boule de neige. Qu'est-ce qu'on pourrait, donner comme outil aux jeunes
pour, qu'ils se disent, «Bah, moi, je vais être, ce premier à intervenir pour donner l'élan aux autres»? En fait, ils ont créé avec, justement ce que je vous disais, le programme, phare là, dans les établissements scolaires, ils forment des élèves qu'on appelle, des ambassadeurs. C'est-à-dire, il y a des élèves vers qui on peut se tourner si jamais on se sent pas bien, si on a un problème avec, quelqu'un dans la classe, si on a observé quelque chose qui n'était pas normal et cetera, et donc eux, ils ont ce rôle de relais. Je leur dis surtout parce que là, on est en train de former justement ces jeunes qui sont parfois des jeunes qui ont été harcelés, mais qui veulent, passer la main, le relais, en disant: «J'ai été victime, maintenant je suis impliquée». Je leur dis de surtout se protéger. Je leur explique aussi parfois que le fait d'être le relais, ça va mécontenter certaines personnes. Donc si on vous dit: «Tu es une balance», vous dites: «Non, j'ai signé une mission, c'est de pouvoir rapporter la parole de quelqu'un qui n'est pas capable de le faire. C'est mon seul rôle». Et quand chacun y est et quand chacun remplit son rôle, moi je suis positive et je vois il y a beaucoup d'élèves maintenant qui viennent, le dire à un adulte. Alors peut-être le côté négatif, certains vont me dire: «Ah mais maintenant on entend parler de ça». Oui, c'est très bien. Comme on n'entendait pas parler, des comportements déviants dans certaines écoles, des problèmes de pédophilie contre les enfants, heu, de la manière dont on se comporte face à des femmes avant qu'il y ait MeToo. Ça c'est très dérangeant, Quand la parole s'ouvre, c'est c'est dérangeant. très dérangeant. Il suffit d'une première personne qui le dise pour que finalement ça fasse effet domino. Alors effectivement, il y en a qui vont dire: «C'est peut-être beaucoup trop». On va trouver, à réguler, on va trouver, la balance. Pour l'instant, c'est que pendant des années, quand on a demandé à des gens de ne pas dire, eh ben, ils n'ont pas dit. Puis à un moment, quand il y a une personne qui dit: «Bah, moi, j'ai le courage de dire», eh ben, Il y les en a autres des disent. dizaines. Et au moment où on dit, bah, le problème, on l'écoute. On essaie de trouver des solutions, on essaie de l'appréhender. Alors qu'avant, c'était des personnes qui étaient isolées. Donc, moi, je suis confiante. C'est que le rôle de l'école, bien sûr, c'est d'instruire, mais aussi c'est de faire grandir. Parce que bah, ces jeunes, ça va être des citoyens aussi et de manière pacifique. On peut avoir des avis différents, on a le droit de discuter, on a le droit de trouver des solutions ensemble. On n'a pas toujours raison. Parfois, on revient sur nos propos en disant: «J'avais pas vu ça». Mais c'est un lien, c'est la petite anecdote qui vous fait rire, mais bon, je sais que, nos adolescents sont beaucoup plus doués que moi pour, les nouvelles technologies et quand je crie au secours, je dis: «Ah là 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 là», je lui dis: «Là, c'est mauvais et tout». Ils me disent: «Madame, vous voulez qu'on vous aide?» Alors là, j'aurais dit: «Écoutez, tout le monde m'a dit que CapCut, c'était génial. Alors ils font des trucs super». Je lui dis: «Moi, on me demande de payer». Et «Madame, vous inquiétez pas, on vous explique» et c'est très bien et je suis très heureuse qu'ils m'expliquent. Moi, je transfère des choses qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont pas encore et eux, ils me transfèrent des choses que moi, je ne gère pas, mais c'est bien ça le lien humain, en fait, c'est On cet échange. on parle beaucoup, enfin, on se met beaucoup, plutôt, du côté des victimes. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi mettre en place peut-être, du côté, de ce qu'on va dire des harceleurs? Parce que peut-être que finalement, il y en a qui sont rentrés dans cette démarche. Bon, souvent quand on est au collège, je pense, principalement des fois on devient harceleur parce qu'on est en effet de groupe et qu'on a envie, de faire rire les copains et finalement peut-être qu'il y en a qui se rendent compte que, ben, oui, en fait là mon comportement il est problématique, mais je peux pas, retourner en arrière. Qu'est-ce qu'on est est-ce qu'on peut les amener à changer leur comportement? Je sais pas si, il est possible aussi de mettre en place quelque chose de ce côté-là. Donc pour les victimes, on parle de l'écoute, de libérer la parole. Comment on peut aussi amener peut-être les harceleurs à libérer leur parole et à dire: «Bah, en fait, au début pour moi c'était des taquineries et c'est vrai qu'après c'est monté crescendo et maintenant en fait comme je sais plus comment m'arrêter et que ça fait rire les copains, bah, je continue comme ça». Alors que tout peut s'arrêter, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Il y a souvent un relationnel de départ qui est, défaillant, je dirais.
les enfants qui harcèlent, alors parfois c'est un humour, exacerbé qu'ils ne voient pas. Moi souvent je leur dis: «Comment vous pouvez voir là où votre humour, ça ne convient pas? Au moment où la personne en face souffre, c'est que vous n'êtes pas drôle». Voilà. C'est à un moment donné, s'il y a une souffrance, c'est que c'est pas drôle, donc on s'arrête. Ça ne fait rire que vous. Donc on s'arrête là, mais il y a des enfants à qui on parle mal depuis des années. C'est transférable, vous savez, C'est ça. moi quand, certains jeunes me disent, que le petit nom que leur donnent leurs parents, c'est une insulte, comment voulez-vous, qu'ils reproduisent quelque chose de bienveillant? On n'est pas bienveillant avec eux et c'est le fonctionnement qu'ils ont au Pour eux, c'est leur départ. normalité, oui. Donc il faut déjà qu'ils prennent conscience qu'on peut se parler autrement. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai travail aussi avec certains parents, en leur faisant prendre conscience qu'il faut parler gentiment à son enfant. Crier, c'est pas forcément le faire obéir, donner une claque à son enfant, c'est pas forcément non plus être respecté. Heu, il y a tout ça. Alors effectivement, on cherche tous, il y a personne qui a la solution miracle parce qu'autrement ça se saurait. On est tous en train de tâtonner, c'est très dur d'être parent. Bien sûr. On fait comme on peut avec la personnalité qu'on a, parfois on réussit, parfois on réussit pas, mais on a le droit aussi de dire à un moment donné: «Non, moi j'ai pas réussi là-dessus effectivement» ou «Là je t'ai blessé, c'était pas mon intention». Par contre, effectivement, il y a un cadre à donner parce que, heu, ça fait partie aussi de vivre ensemble et de la société, c'est-à-dire, on n'est pas d'accord, mais je te respecte et tu me respectes. Et là, il y a déjà ce rôle-là. Si, j'insulte, mon enfant, pourquoi il me parlerait, poliment? Pourquoi Oui, je vais lui dire, «Tu me manques de respect»? Le respect est mutuel. va dans les 2 sens, Voilà. qu'importe l'âge. L'image, le rôle de l'adulte est très important parce qu'il est structurant. Alors on n'est pas parfait, hein, voilà et Bien puis il y a sûr. des moments où on se dit: «Mon Dieu, ouille, là c'était pas correct». Mais ça peut nous arriver aussi, si, et même moi dans mon métier, parfois je les gronde ou je leur fais la morale ou ils partent, ils sont pas très contents. C'est arrivé la fois dernière et je suis revenue, je lui dis: «Écoutez, je voulais m'excuser parce que hier je vous ai vraiment grondé». Et après, ils me disent: «Non mais madame, vous aviez raison parce qu'on n'avait pas bossé» et ils Oui, savent très bien et bon, je pense que la communication, c'est vraiment la voie et donc le harceleur, il a ce dysfonctionnement. oui, Il y a une blessure. Pour moi, un enfant n'est pas naturellement méchant. Je ne le pense pas. Alors bien sûr, ça, on va dire, pour certains vont dire: «Oui, c'est un petit animal, je veux ton jouet, je te l'arrache». D'où là, on dire: «Non, le rôle du parent, non, tu demandes», voilà. Ça, c'est notre rôle structurant. Mais, quand on est un petit peu plus grand, si on fait mal et que ça nous procure du plaisir, c'est pas il y a un normal, oui. souci, il y a un souci quelque part. Donc il y a ce relationnel, il y a le fait de cadrer après en disant si effectivement il y a une défaillance de la famille qui n'est pas capable de donner le cadre, bien sûr qu'il y a la loi. Il y a la loi. On n'a pas le droit, alors souvent je leur dis: «Vous savez, face à la loi, il est interdit d'insulter quelqu'un». On n'a pas le droit, c'est écrit dans la loi, il est interdit. Il est interdit de menacer quelqu'un, on n'a pas le droit de le faire. Donc c'est encadré aussi par la loi, parce que ça fait partie aussi de la société, Oui, etc. Donc voilà, il faut à un moment donné. Mais avant d'arriver à ça, j'avais eu une expérience qui était un petit peu, émouvante pour moi, où j'avais reçu, en classe, avant qu'il y ait ce système, de phare, de cellules phares, d'une élève, harcelée et la harceleuse dans la même classe et elle s'était retrouvée. Et là, on était dans une impasse parce que on ne pouvait pas les changer de classe. Or, ce qui était très, très gênant pour moi personnellement, c'était que la jeune fille qui était harcelée, on lui avait promis qu'elle ne serait plus jamais avec l'autre élève dans la classe. Mais on n'a pas pu faire autrement. Mais la seule chose, c'est que face à cette première élève, elle m'a dit: «Madame, on m'avait promis». Et là, ça veut dire que l'adulte, il n'est pas fiable.
C'est ça. Et donc, on peut pas lui faire confiance. Et donc, si on a Donc envie, voilà, on s'engage en disant: «Je vous promets, mais». Alors même s'il y avait, d il y a des circonstances qui font que et parfois on n'a pas le choix, mais on peut entendre, ce sentiment de trahison. bien sûr, On peut l'entendre, on peut dire: «Madame, l'adulte m'a déçu». «Oui, vous avez raison». Ben oui, vous avez raison. Je comprends, mais et après prouvé par A plus B, on ne pouvait pas faire autrement parce que ce n'était pas possible, vous deviez faire partie du même groupe. mais dans Donc ce cas-là, peut-être considérer, bon, là, on parle surtout des victimes adolescentes, donc peut-être quand même la considérer comme quelqu'un, la faire venir en avant et lui dire, on a cherché toutes les solutions possibles et inimaginables, il n'y en a pas, vous serez quand même dans la même classe que cette fille, qu'est-ce qu'on peut mettre en place exactement. maintenant? Et oui, en fait, effectivement, Et elle s'est là, sentie, on s'est dit: «Allez, ça va passer à l'as, passer crème», comme diraient les jeunes, hein, ouf, ça passe crème. Mais c'est pas passé. Et donc là, tout le monde se renvoyait la balle, on me dit: «Oui, c'est le vivre ensemble, c'est» et cetera. Et là, en discutant avec des adultes et moi je me dis: «En fait, on leur dit vivre ensemble et nous, entre adultes, est-ce qu'on est capable de le faire? non, je pense pas. Est-ce que 2 personnes qui divorcent et quand c'est une relation très, très difficile, est-ce qu'on leur impose de travailler ensemble? Non. Est-ce que quand on voit nos, débats politiques, est-ce qu'on est capable de s'écouter? Est-ce qu'on est capable d'écouter la parole de l'autre? Est-ce qu'on est capable de dire: «Oui, je l'entends, moi c'est pas mon point de vue»? On a tous Bien un sûr, exemple à présenter. Et donc quand j'ai interrogé cette jeune fille qui avait harcelé, sa première réaction m'a dit, «Madame, de toute façon, je suis grillée». Parce que j'avais décidé de les recevoir toutes les 2, parce que tout le monde se renvoyait la pierre en disant, «Non, moi, c'est pas mon rôle. Non, non, on avait dit» et cetera. Mais la seule chose, c'est que, maintenant, on sait très bien que le relationnel est quelque chose d'important. Il faut être vigilant parce que je ne voulais pas qu'il y ait aussi des gestes ultimes parce qu'on sait que ça arrive. bien sûr. Et je me suis dit en tant que professeure principale de la classe, je vais essayer, on verra bien. Et donc elles sont venues toutes les 2. Alors elles n'étaient pas très, très heureuses de se rencontrer, mais voilà, j'ai établi les choses. J'ai dit, «Vous ne l'aimez pas? Non. Vous ne l'aimez pas? Non. Les choses, voilà les faits. Vous avez été harcelée? Oui. Vous?» Et elle m'a dit: «Oui, je suis grillée». Je dis: «Non, vous n'êtes pas grillée, vous avez mal agi». Elle Il dit: n'était «Oui, mais pas trop madame, tard. depuis, de toute façon, je suis grillée. Les gens, ils me voient, ils sont pas sympas avec moi, ils me montrent du doigt. Par voie de conséquence, ça la met très en colère et ça la rend agressive». Et j'ai expliqué. Je leur ai dit clairement, voilà, c'est très dur parce que moi, je connais une personne qui a mis fin à ses jours après un harcèlement. Et si un jour ça arrive, vous, la miss, Vous eh l'aurez sur la ben, vous le conscience. regretterez toute votre vie Bien sûr. et vous devrez vivre avec. Et elle me dit, mais madame, mais alors qu'est-ce que je fais maintenant? Mais je lui dis, il y a un truc magique qui existe en fait, de demander pardon. Parce que quand on demande pardon, on se rend compte que on a peut-être mal agi, mais on va recommencer autrement. Je lui dis, vous vous demandez simplement pardon et vous vous engagez à vous respecter. Je ne vous demande pas d'être amis, simplement vous respecter. Et elle lui a demandé pardon. Et l'autre en face lui a dit, eh ben moi je t'ai aussi mal parlé, parfois je te demande pardon aussi. Et elles se sont respectées? Ça a duré l'année, il n'y a plus aucun problème entre les deux. Je suis partie très heureuse sur mon petit vélo en rentrant chez moi. J'avais l'impression d'avoir fait la BA de ma vie. Et je me suis dit, mais ce sont des enfants en fait. Et ils savent pas comment faire. C'est ça. Ils savent pas comment faire. Et punir, c'est pas être méchant en fait. Punir, c'est dire, tu as fait une erreur, tu es puni. Et une fois que tu as rempli cette tâche-là, on recommence à zéro, c'est balayé. Ça y C'est est, c'est ça. fini. Tu as Voilà. payé ta faute. Voilà, on recommence. Ils sont en train de grandir. Mais par contre, c'est très important de entre guillemets, de payer sa faute. Oui. Parce que quand on n'a pas de limite, on ne sait pas ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Si on dit lundi, oui, ça c'est possible, mais mardi, ça c'est pas possible pour la même chose,
Ben, Ça on va s'y pas. retrouve plus. Oui, Enfin, nous, c'est pareil pour le monde du travail. Si on nous bien dit, sûr. vous arrivez à 8h, mais demain, j'arrive à 8h15, c'est bon quand même. Et le surlendemain, j'arrive à 8h moins 5, on dit, attendez, vous avez vu à quelle heure vous arrivez? Voilà, c'est au moment où les gens savent, Poser un cadre, et ben, tout le monde s'y retrouve. Donc, je suis vraiment positive, mais c'est un travail qu'on doit faire tous bien ensemble. sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait donner du coup? Je pense que ça peut être un petit peu le mot de la fin. Si vous avez des sites, des recommandations, peut-être des numéros pour les victimes, pour les parents, pour les harceleurs, Alors tout il y ce a, qui est un- il y a- possible. il y a un mot, il y a un numéro. Alors, ça doit être le 3018. Alors, c'était 3018 ou 3020. C'est à vérifier parce qu'il y avait deux numéros, il n'y en a plus qu'un. Et c'est une cellule d'écoute qui peut aider l'un et l'autre. Et ça peut accueillir aussi cette parole. Et au sein des établissements scolaires maintenant, parce que dans tous les établissements scolaires, il y aura une cellule d'écoute contre le harcèlement scolaire. Les infirmières sont formées aussi. Ne pas avoir peur d'aller voir et de dire. Alors, c'est pas forcément l'habitude d'un élève de le dire, mais ils vont avoir ces ambassadeurs, ces personnes de leur âge qui parlent comme eux et qui feront le relais. Et les parents, ne pas se sentir coupables parce que je sais aussi que c'est très dur pour les parents, parce qu'on a tous une histoire de harcèlement. Il y a des personnes qui sont plus âgées, des grands-parents qui m'achètent le livre et qui me disent: «Vous savez madame, c'est important parce que moi aussi j'ai été harcelée enfant, je porte encore cette trace». C'est une cicatrice, hein, c'est une Oui, et souvent les cicatrice. parents s'en veulent de ne pas avoir vu. Oui. Mais il faut dire aussi que souvent les adolescents le cachent bien aussi. Oui, puis c'est une Donc, c'est une atteinte à notre personnalité, à ce que l'on est. Et c'est pour ça que c'est dur, parce qu'on pense avoir mérité et les parents pensent ne pas avoir pu protéger. Et les parents des harceleurs, parfois, ils sont aussi décontenancés en bien disant: sûr, «Je n'ai pas donné ces valeurs. Pourquoi il a voulu faire ça? Quelle était son intention?» Et oui, on doit se rallier autour pour accompagner. C'est vraiment le mot de la fin, accompagner. Alors donc voilà, La Marche des Justes. Donc ce roman, bah, il intervient aussi, il est lu par de nombre d'élèves et puis on en discute après. Moi, je fais des interventions, dans des établissements scolaires, dans des médiathèques et cetera et on prend des passages et on les relit ensemble. C'est assez intéressant parce que je le fais aussi avec des adultes et ce qui est drôle, c'est qu'ils ne voient pas la même chose et c'est pour ça que c'est assez, bluffant. Il y a des passages que je lis et les adultes me disent: «Ah mon enfant, moi, il m'en parle tout de suite» et quand je lis, ces passages, à des jeunes et ils me disent: «La madame, elle doit se taire» et voilà. C'est assez, surprenant, heu, le ce point de vue, oui, les points de vue qui ce point de divergent. vue, ouais et vraiment j'y tiens, profondément parce que je sais que j'ai eu, beaucoup de messages, bah, de jeunes, hein, même de harceleurs, de personnes qui m'ont écrit après en me disant: «Madame, vous m'avez donné, une autre vision de la vie» et je me dis: «On a mis une petite pierre, quoi». Une petite pierre à l'édifice. Ouais, ouais. Donc voilà, j'y tiens, profondément à ce roman. Bah, pour résumer un peu, sans spoiler un petit peu l'histoire, donc c'est l'histoire de Zoé qui est dans une famille, on va dire, atypique, et son harcèlement va commencer à partir de là. Et donc, on va suivre un petit peu tout ce qui s'est passé, sans en dire plus, parce que sinon, je me connais, je vais dévoiler plein de détails. Mais c'est vrai que c'est un bouquin qui est adapté à tout âge et qui demande vraiment à être plus connu et je suis bien contente qu'il va être utilisé à des fins pédagogiques et j'espère que ça va encore plus ouvrir la parole pour les parents et pour les victimes. Et je pense que ça libère dans le sens où vous avez cette histoire qui est, fractionnée en 2 parties, où la deuxième partie, on voit le point de vue de celle qui harcèle. Oui, Et je pense que c'est ça qui donne vraiment la dimension, à cette histoire, parce que finalement, ça va venir troubler ce qu'on pensait savoir finalement. voilà. Voilà. Ça fait se remettre en question et Oui, on en a toujours besoin. Voilà. Je vous laisse lire un passage. oui. Alors, un passage, qu'est-ce que je vais vous lire comme passage? L'inconnu se posta devant moi.
Mais c'est Zoé? Bonjour Laura, répondis-je à contre-cœur. Je savais pas que ton frère venait chez l'orthophoniste. C'est ton frère? Oui. Bonjour, tu t'appelles comment? Damien était en pleine dissociation. Laura était en dehors de sa bulle, elle n'existait pas pour lui. Elle se pencha vers lui, il se raidit contre le dossier de sa chaise. Elle lui posa avec insistance la même question qui resta de nouveau sans réponse. Elle fit une moue surprise qui n'était pas sans exprimer un certain dégoût. Je vins immédiatement à sa rescousse. Damien, il s'appelle Damien. Ah, il est sourd ton frère? Non, il est un peu autiste. Ah, il comprend rien alors? Si, il comprend beaucoup de choses, mais il est différent. Ce fut avec un certain soulagement que je vis la porte du cabinet s'ouvrir, heureuse que l'orthophoniste vient à mon secours en mettant fin à cette conversation gênante et pesante. Elle nous invita à la suivre. Je me sentis contrainte par la bienséance de dire au revoir à Laura, bien qu'un tourbillon de colère eût paralysé mon ventre. Elle m'agaçait avec ses questions qui avaient le goût d'un interrogatoire où l'inculpé est coupable avant même de prononcer un mot. Elle donna un paquet à la praticienne et me fit un signe de tête en partant. J'étais contente de ne plus avoir à la supporter. Je m'installai dans un petit coin de la pièce et laissai Damien travailler. Je me mis à l'examiner différemment. Je savais dès le départ que mon petit frère serait atypique, et ça ne dérangeait personne à la maison. Nous étions une équipe. Nous nous serrions les coudes, et tout s'arrangeait toujours. J'aimais son petit visage tout rond, avec des yeux bleus, qui parlaient aux nuages et aux lucioles. Il était obéissant, appliqué et doux. La praticienne l'encourageait sans cesse pour qu'il prît confiance en lui. Leurs efforts mutuels étaient récompensés. Elle termina la séance par des applaudissements qui autrefois tétanisaient Damien. Désormais, il esquissait un sourire et hochait la tête. Elle me fit remarquer que Damien faisait de grands progrès. Je le félicitai à mon tour et nous rentrâmes à la maison main dans la main. À mon retour, Jeanne vit que j'étais contrariée. Par conséquent, je lui racontai cette malencontreuse rencontre. Jeanne me recommanda de ne plus avoir d'échanges avec elle autant que possible, car les conversations étaient clairement stériles. Le soir même, vers 22 heures, je reçus un message sur mon téléphone d'un numéro inconnu. Salut Zoé, c'est Laura. Je voulais dire que je m'excusais pour le cartable l'autre jour, je n'ai pas fait attention. Il faut dire que j'étais un peu énervée de ne pas pouvoir aller au voyage, mais finalement, te rencontrer aujourd'hui m'a fait bel et bien réfléchir. Tu sais, en fait, parfois on dramatise des trucs qui finalement ne sont pas très importants. Tu vois, toi, t'as un frère handicapé. Ça doit être l'horreur car tu sais que ça sera à vie. Tandis que moi, je pourrais toujours aller aux USA plus tard. C'est qu'une question de temps. Alors je suis vraiment désolée de ce qui t'arrive, car je ne m'étais pas rendu compte des problèmes de ta famille. Finalement, au lycée, ils ont raison de sélectionner des familles défavorisées, car on a du mal à imaginer à quel point leur quotidien, ça peut être l'enfer. Bon courage, Laura. Comment avait-elle eu mon numéro? Pourquoi ce message? C'était du poison, qu'elle diffusait sans qu'on pût le lui reprocher. Si j'avais montré ce message à quiconque, on m'aurait dit que c'était gentil de s'excuser, qu'elle faisait preuve de compréhension et d'empathie. Mais moi, je savais éperdument que c'était de la moquerie, de la méchanceté gratuite. Je commençais à me demander si c'était pas moi qui devenais paranoïaque. Pour la première fois, je sentis de la honte envers mon petit frère. Je ne voulais pas qu'on lui fît mal, et en même temps, sa présence permettait aux autres de me blesser, de m'atteindre, de m'humilier. Je ne pouvais pas en parler à Jeanne cette fois. Je risquais de l'offenser et je n'en avais pas la moindre envie.